Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Jean-François Chauvard. Je suis ici au titre de directeur adjoint de l'IHMC, l'Institut d'Histoire moderne et contemporaine, que Valérie Tess a eu la gentillesse d'associer à l'organisation de cette journée et qui a comme tutelle l'Université de Paris 1 et l'École normale supérieure et le CNRS. Donc, nous engageons la seconde session de cette journée consacrée aux formes de l'engagement après une très dense première session qui nous a rappelé à quel point Marc Bloch était un patriote et de ce point de vue, il me semble aussi étranger à notre époque au vu de son sens du devoir, du sacrifice, de sa retenue. Il appartient à une génération qui a connu la guerre, dont les parents avaient connu la guerre et qui avaient intégré aussi la mort à la guerre. Et de ce point de vue, il appartient à un autre monde, me semble-t-il. Alors nous abordons donc une seconde session consacrée à ces différentes formes d'engagement public. Nous avons tout à l'heure lu des rapports d'inspecteurs sur le jeune Marc Bloch enseignant qui manquait d'autorité. 120 ans après, un autre inspecteur, un inspecteur général, Vincent Duclerc, va nous entretenir sur les formes d'engagement de Marc Bloch dans et par l'enseignement de l'histoire. Je lui cède sans plus tarder la parole. Merci Jean-François. Je précise qu'effectivement, je n'interviens pas en tant qu'inspecteur général, comme historien, et je m'efforce comme inspecteur général d'agir comme historien. Alors merci à toi Jean-François, merci à Valérie Tess pour cette seconde journée du cycle Actualité de Marc Bloch, donc consacrée à Marc Bloch, l'historien dans la cité. Alors je veux dire qu'il y a une forte historicité finalement entre ce domaine du scientifique et ce domaine du civique, si on peut dire. On le voit dès le lendemain de la mort de Marc Bloch et de la Libération, avec, c'est intéressant, l'édition de L'étrange défaite par Franc-Tireur. C'est-à-dire, c'est au fond un mouvement de résistance qui prend en charge une œuvre qui est quand même, effectivement, qui relève très clairement de l'histoire et d'un investissement historien extrêmement intéressant. Et puis, l'année précédente, c'est en 1946, donc en 1945, c'est le fameux numéro, effectivement, qui ouvre la nouvelle série des Annales d'histoire sociale, 1945, avec notamment l'hommage extrêmement appuyé de Lucien Febvre à son ami et co-directeur. Cette historicité, elle se déplace aussi vers 1994, on en a parlé, c'est le colloque de Strasbourg, et ce terme, l'historien et la cité. Et c'est intéressant, moi je trouve, de voir que vous avez choisi l'historien dans la cité. Ça veut dire qu'au fond, l'historien est effectivement dans la cité, et qu'il ne se sépare pas de la cité. Et en tout cas, pour Marc Bloch, je pense que c'est tout à fait exact, puisque il y a en fait une cité qu'il imagine. Il imagine la cité, l'espace civique, l'espace public, comme font celle ou celui des savoirs fondamentaux, de l'esprit critique. L'esprit critique qui, dans l'affaire Dreyfus, s'appelait l'esprit scientifique. C'est notamment Émile Duclos qui explique qu'il agit dans l'affaire Dreyfus pour démontrer l'innocence du capitaine Dreyfus en appliquant l'esprit scientifique. Et si je parle d'Émile Duclos, c'est parce que Gustave Bloch rend hommage à Émile Duclos. Donc Émile Duclos est un microbiologiste, Gustave Bloch, on l'a présenté. Et le texte qui est dans le bulletin des amis de l'École normale supérieure est extrêmement intéressant sur la manière dont Gustave Bloch aussi se saisit du travail de Duclos en élargissant finalement le raisonnement scientifique à l'esprit scientifique ou l'esprit critique. Donc cette historicité, elle est forte, et encore une fois, je vois quelque chose de très intéressant dans le passage de l'historien et la cité pour le colloque de Strasbourg à l'historien dans la cité. Cette historicité, moi je m'y inscris modestement, à travers notamment l'intervention au colloque de 1999 à Toulouse, colloque Cabanel-Laborie, Penser la défaite, où j'avais présenté effectivement une lecture de L'étrange défaite, Penser pour résister, et puis à un chapitre d'un ouvrage sur l'avenir de l'histoire en 2010, où j'évoquais la souveraineté de l'historien à propos de Marc Bloch.
Alors, il y a une historicité, il y a une actualité, dont bien sûr, on l'a évoqué avec la future panthéonisation, c'est intéressant, effectivement, la mention d'Emmanuel Macron sur l'enseignement de Marc Bloch. Avec aussi la réflexion, j'étais très intéressé par la réflexion de Barbara Folker sur, au fond, comment faire vivre les figures panthéonisées après la panthéonisation. Et je tiens à préciser qu'il y a eu une décision de Macron au début de l'été concernant Dreyfus et créant une journée de commémoration nationale, ce qui d'une certaine manière est une sorte de panthéon permanent, et peut-être aussi, eh bien, il y aura une panthéonisation d'Alfred Dreyfus, mais voilà, c'est une question tout à fait intéressante que Barbara Folker a soulevée. Et puis, une actualité civique, en particulier, je crois, à travers notamment les nouveaux travaux sur la résistance, et on va entendre avec beaucoup d'intérêt la communication de Cécile Vaste. Alors, l'étude qui m'a été demandée, quelqu'un ici aurait pu tout à fait la mener, c'est Olivier Dumoulin, puisque en 1984, Olivier Dumoulin publie dans la RHMC un article extrêmement intéressant sur les annales d'histoire économique et sociale face aux problèmes de l'enseignement de l'histoire. C'est un article tout à fait fondateur. Également, on peut penser à Bertrand Muller, qui est l'éditeur de la correspondance Bloch-Febvre. Alors, s'engager dans et par l'enseignement de l'histoire, donc c'est le thème que j'ai proposé, c'est important parce que, notamment dans l'article des cahiers politiques du comité d'études, le comité général d'études, il défend, et ça sera un des éléments importants de ma présentation, il défend une vaste réforme, une révolution de l'enseignement, et en fait, cet article, extrêmement intéressant, vous allez le voir, donc ne mentionne pas l'enseignement de l'histoire. C'est effectivement une révolution dans l'enseignement de manière générale. Mais en fait, ma thèse, je vais y revenir dans un instant, ma thèse, c'est que sans l'histoire et surtout sans l'investissement scientifique de Bloch dans la pensée historienne, il n'aurait pu concevoir cette révolution de l'enseignement qui, au fond, était vraiment un achèvement, je pense, pour lui, depuis qu'il a voulu vraiment que les annales, en 1937, se saisissent du sujet. Pour moi, l'engagement dans l'enseignement, car c'est effectivement ce qui m'a été demandé, cet engagement dans l'enseignement fait le lien entre le civique et le scientifique. Et je vais expliquer en quoi, effectivement, il y a bien d'engagement chez Marc Bloch. Et cet engagement, c'est parce qu'il y a un investissement, cet investissement historien de Marc Bloch, la méthode qu'il défend, et cette méthode qu'il défend prend corps avec l'enseignement qu'il imagine. Il y a un lien, vraiment un lien structurel entre sa pensée sur l'enseignement et la réflexion philosophique, épistémologique qu'il mène sur la discipline historique. Pour aborder effectivement ces questions, j'aurai en fait trois parties. Une première partie pour aborder des tâches un peu complexes sur penser l'engagement de Marc Bloch dans l'enseignement. Une deuxième partie plus brève sur mon hypothèse, que vous avez vu effectivement se dessiner. Et puis une troisième partie sur un certain nombre de données, sachant que, vous allez voir, effectivement, les données sont extrêmement nombreuses. Et j'espère bien, effectivement, qu'il y aura une trace écrite de ces journées, de manière à pouvoir donner ces éléments documentaires qui fondent, effectivement, la démonstration. Alors, la première de ces tâches complexes de la première partie, c'est l'immensité de la documentation. Si l'on admet, comme je vais le démontrer, que le sujet de l'enseignement n'est pas seulement un sujet précis, technique, circonscrit pour Marc Bloch, mais que finalement, il est crucial dans la manière dont il conçoit lui-même la discipline historique et la recherche scientifique. Alors, néanmoins, classiquement, on isole les travaux de Marc Bloch sur l'enseignement à quelques écrits. Donc, l'article de 1921 dans le Bulletin de la Société des professeurs d'histoire et de géographie sur les programmes d'histoire,
un article de 1937 dans les Annales d'histoire économique et sociale sur l'agrégation d'histoire, écrit avec Lucien Favre. Et là, vous allez voir dans un instant que, au fond, cet article, on a l'impression que c'est un article isolé. Mais en fait, si on creuse un petit peu, c'est-à-dire la manière dont cet article a été inséré, a été voulu par les Annales, on se rend compte qu'il y avait un projet bien plus vaste qui finalement arrive à l'article d'avril 1943 dans les cahiers politiques, donc rédigé à la demande du Comité général d'études de la résistance. Et donc, finalement, on verra que ce grand article sur la réforme de l'enseignement est finalement la suite de ce que Bloch aurait voulu faire en 1937. Et c'est pour cela que, on a effectivement un élément très précis, mais en même temps, si on considère avec moi que cette question de l'enseignement n'est pas du tout une question technique ou une question professionnelle, qu'elle est au cœur finalement de la réflexion sur effectivement la fameuse expression de Pirenne que Bloch reprend, c'est-à-dire l'histoire, c'est la science vivante des sociétés ou la science des sociétés vivantes, eh bien, on se rend compte que l'enseignement donne accès précisément à ces sociétés vivantes, que l'enseignement est la société vivante. Donc, on est obligé dans ces cas-là d'élargir, bien sûr, de voir apologie pour l'histoire au métier d'historien, d'envisager les tranches des faits, parce que les tranches des faits, c'est l'autopsie permettant ensuite d'écrire le fameux article de 1943. Et de ce point de vue-là, et comme on l'a souvent dit, eh bien, la production de Marc Bloch est considérable, que là, on doit aborder, on doit affronter cette masse donc d'analyse donc qui obligerait effectivement à un travail très, très méticuleux pour vraiment aborder cette question de l'engagement de Marc Bloch dans l'enseignement et par l'enseignement. C'est pour ça qu'on est sur une situation historiographique ou documentaire un peu particulière, parce que si on reprend ce que dit Pierre Deyon dans les actes du colloque sur Marc Bloch, l'historien l'a cité, donc le colloque de Strasbourg, bien, Pierre Deyon, qui est l'un des organisateurs du colloque, qui est à la fois universitaire, mais aussi recteur donc de Strasbourg, il relève que Marc Bloch a relativement peu écrit sur l'éducation. Et au fond, il constate que c'est un peu un angle mort du travail en fait, de Marc Bloch sur ce sujet. En fait, comme je l'ai dit, c'est au fond à tort qu'on envisage cette dimension-là, puisque en tant qu'historien et en tant qu'historien enseignant et en tant effectivement qu'épistémologue et praticien, chercheur, Marc Bloch ne cesse de s'interroger sur la transmission et la formation de la société au savoir historien. De ce point de vue-là, il faut effectivement s'intéresser de manière précise à l'article de 1937. Donc, cet article est extrêmement intéressant à mesure où, d'abord, il s'ouvre sur un haut lecteur qui précise le pourquoi, en fait, de l'article qui suit, portant sur le travail en fait portant sur l'agrégation d'histoire. Et en fait, cet article s'inscrit dans un dossier sur le renouveau de l'enseignement de l'histoire. Et cet article donc insiste bien sur la place fondamentale de cette réflexion dans l'histoire sociale. Donc, si on veut faire de l'histoire sociale, on se doit de travailler sur l'enseignement. Il est dit dans cet avant-propos au lecteur, faire de l'histoire sociale et de la plus vivante. Toute société a l'enseignement, non qu'elle mérite, comme on le dit parfois, historiens, gardons-nous des jugements de valeur, mais pour parler une langue plus saine, celui de rendre possible ces conditions générales d'existence et les articulations et sa structure profonde. Donc, l'enseignement l'étude de l'enseignement donne accès aux structures profondes d'une société. On peut dire que l'enseignement révèle la vérité profonde des sociétés, et donc, qu'en conséquence, s'employer à étudier l'enseignement, c'est rendre possible une histoire vraiment sociale des sociétés.
Et l'avant-propos prend des exemples. Hein. Je vais quand même le lire, parce que c'est intéressant de considérer la manière dont l'enseignement est regardé par ces historiens. Aux époques de stabilité relative, cet enseignement se distribue généralement sans trop de peur, de contradictions, de doutes. Viennent par contre les phases de malaise politique, économique et donc d'angoisse sociale. On le voit alors refléter tout naturellement les incertitudes des hommes, les antinomies de leurs pensées, parfois leur révolte, mal réglée contre un passé qui les oppresse et qu'ils ne savent pourtant comment remplacer. Traitant ici plus particulièrement de l'enseignement historique, notre qualité même d'historien nous interdit d'oublier nos inquiétudes et nos espoirs de spécialistes qui ne sont à tout prendre que des expressions d'un beaucoup plus grand drame de conscience. Ces quelques phrases dit bien, à la fois la manière dont Bloch et Febvre se positionnent par rapport à la recherche historique, hein, et donc au développement du savoir historique, mais aussi, l'importance du sujet de l'enseignement. Et en fait, ce caractère crucial du sujet de l'enseignement, à la fois pour la nation, pour la société, mais aussi tout simplement pour le projet même de Bloch et Febvre, est accru dans la mesure où cet avant-propos dit des choses sur les annales, indiquant qu'à propos de la manière dont au fond, le projet de travailler sur l'enseignement de l'histoire est envisagé par la revue. Il est écrit que les annales sont une œuvre d'entraide, qu'elles n'ont jamais cru qu'elles puissent se désintéresser de cette catégorie de travailleurs, entre tous dignes d'être aidés, les apprentis, hein, les jeunes professeurs, sur qui repose l'avenir de nos disciplines, encore balbutiantes. Donc là, il y a des éléments évidents en lien avec l'affaire Dreyfus, hein. Comment effectivement redonner à une société ou donner à une société des savoirs rationnels, des manières de se diriger et d'agir. Donc l'idée, voilà, que au fond les annales prônent un savoir ouvert, hein, au sens de Bergson et les sociétés ouvertes, bien connues par le directeur ici de l'École normale supérieure, et récusent la fermeture des savoirs. Hein. C'est dans cet avant-propos sur l'enseignement que donc les deux directeurs écrivent nettement ces éléments qui définissent en fait le projet de la revue, ennemi de toute science, hermétique, persuadé d'ailleurs que les initiateurs, d'autant que les initiés subissent nécessairement dans l'orientation de leur pensée l'influence des méthodes de transmission auxquelles ils doivent se plier, elles, les annales, n'ont jamais tenu les questions d'enseignement pour étrangères à leur horizon. Et là, la négation masque une affirmation extrêmement forte. Les articles qui vont suivre, et en fait il n'y en a qu'un seul finalement, c'est l'article sur l'agrégation d'histoire, hein, il est dit toujours dans cet avant-propos que ces articles sont au sens plein du terme une œuvre commune. Une œuvre commune où on ne sait pas qui a écrit au fond le texte primitif, qui l'a corrigé. C'est un article qui doit dépasser nos deux personnalités, donc vraiment un acte fort de la part des annales et de leur directeur. Bon, tout de même, on voudrait en savoir un peu plus sur, vous l'avez bien compris, comme cet article extrêmement important qui, va expliquer, de mon point de vue, pourquoi est-ce que Marc Bloch est tellement attentif dans Les tranches des faits, dans Apologie pour l'histoire et dans l'article de 1943, pourquoi est-ce tellement donc motivé par le sujet de l'enseignement, et donc c'est bien un engagement de type intellectuel, scientifique. Alors, de qui de Lucien Febvre ou de Marc Bloch a écrit le texte primitif? Quel est l'auteur de l'avant-propos au lecteur? Qui d'entre eux a pris l'initiative d'ouvrir aux annales une telle question? Alors, effectivement, on a les réponses. Alors, on pourrait déjà avoir une première réponse sur l'étude de style, sur la manière dont, finalement, les idées sont développées. Elles émanent très clairement, sans même savoir que c'est Marc Bloch, grâce à des preuves factuelles. On comprend que Marc Bloch est à la manœuvre. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une lettre tout à fait explicite donc dans la correspondance donc éditée par Bertrand Müller, la correspondance Bloch-Febvre. Et alors la lettre est passionnante parce que en fait dans cette lettre on découvre que Bloch a un énorme projet. Je lis notamment donc ce qu'il envisageait, 4 articles: l'euro d'enseignement historique secondaire et supérieur, les années d'initiation générale, licence,
l'examen concours d'aptitude pédagogique, agrégation, l'initiation à la recherche, diplôme. Or, en fait, il ne va, à ma connaissance, qu'écrire l'article sur l'agrégation d'histoire. Et au fond, le dossier qui était prévu ne va pas se réaliser comme il l'avait envisagé, si bien que, au fond, d'une certaine manière, il le réalise dans les cahiers politiques, puisque dans les cahiers politiques, vous avez un tout petit avant-propos qu'il faut lire, avant-propos de l'article donc d'avril 1943, sur cette question de la réforme de l'enseignement, d'une importance primordiale que le Comité général d'études a inscrit au programme de ses travaux. Les cahiers politiques, que dirige Marc Bloch, publieront une série de notes et de rapports en laissant la responsabilité à leurs auteurs. Donc là aussi, cet article n'est que le premier élément d'un dossier, et du reste le dossier que Marc Bloch n'a pas pu réaliser donc dans les annales. Alors, deuxième point de cette tâche complexe, et je vais accélérer, mais c'est en fait le moindre intérêt, il semble, de l'historiographie pour ce sujet de Marc Bloch et de l'enseignement, de l'engagement de Marc Bloch dans et par l'enseignement. Donc j'ai mentionné l'article d'Olivier Dumoulin. C'est intéressant de voir que du côté de la vulgarisation, par exemple, dans le récent papier de l'histoire consacré à Marc Bloch, enseignant et pédagogue, il n'est pas fait mention de l'historiographie, ni même en fait du colloque de Strasbourg. Mais dans le colloque de Strasbourg, il est intéressant de voir que Pierre Daillon ne mentionne pas l'article précédent d'Olivier Dumoulin. Alors, cette situation historiographique, bien sûr, elle nous oblige à creuser davantage sur les travaux menés sur Marc Bloch, à la fois Marc Bloch historien et aussi Marc Bloch résistant. Je vais y venir dans un instant à propos, et c'est ma dernière tâche complexe, si on peut dire, c'est comment effectivement s'intéresser aux ressources mémorielles. Les ressources mémorielles, elles sont tout à fait intéressantes pour notre sujet parce que on sait qu'effectivement, à la Libération, vous avez deux grands témoignages. Le témoignage de Lucien Febvre dans la nouvelle revue des Annales d'histoire sociale 1945, et puis le témoignage de Georges Altman, qui est son compagnon de résistance, donc dans Franc-Tireur, en 1946, pour l'avant-propos à la publication de L'étrange défaite. Sachant que Altman écrit aussi dans les témoignages des Annales en 1945. Alors, là où c'est extrêmement intéressant, et peut-être on n'a pas pris assez garde, c'est-à-dire qu'on s'est beaucoup intéressé donc, à l'action de Marc Bloch comme résistant et à l'action de Marc Bloch comme historien. Bon, il y a toujours effectivement cette distinction. Or, ce qui est très intéressant, et moi c'est une thèse que j'essaie de défendre à travers donc, notamment ces ressources mémorielles, c'est que en fait, Marc Bloch a agi en fait, dans la résistance comme enseignant aussi. Et en fait, les témoignages sont assez nets, notamment Lucien Febvre qui rappelle que à Montluc, il va enseigner le soir venu gentiment, clairement. Alors, bien sûr, il y a de la reconstruction, mais néanmoins, c'est intéressant effectivement qu'on s'intéresse au fait que Marc Bloch continue à enseigner alors qu'il vient d'être arrêté et qu'il est détenu au fort de Montluc, où il est torturé. Et beaucoup de témoignages le montrent. Georges Altman rappelle que, du même air placide dont il aurait rendu des copies à des étudiants en agrégation, il remettait des documents donc aux résistants. Et même à l'instant de son assassinat, il est demeuré enseignant, parce qu'à ce jeune résistant qui lui fait face comme lui, le 16 juin 1944, et qui lui demande « ça va faire mal », Marc Bloch lui prend affectueusement le bras et dit seulement « mais non mon petit, cela ne va pas faire mal ». Donc il y a toute une série d'éléments qui montrent que Marc Bloch agissait comme enseignant dans la résistance, qu'il voulait bien sûr reprendre son métier de professeur, et que d'une certaine manière, la façon dont Marc Bloch agit en résistance montre aussi que la résistance peut être appréhendée comme une sorte d'école, effectivement, d'école moderne, celle que, notamment à travers la nécessité de la documentation, c'est tout ce qui va être développé à Londres, notamment par Jean-Luc Rime-Aubriac, qui va donner la documentation française. Alors donc,
Simplement, je vais avancer, hein, mais dire que mon hypothèse, vous l'avez compris, c'est que pour essayer de sortir, en fait, de cette distinction donc du, de l'homme, enfin, de l'homme civique, hein, du résistant en particulier, et du scientifique, de l'historien, eh bien, l'enseignement et la réflexion sur l'enseignement et l'engagement dans l'enseignement permet d'apprendre énormément de choses et peut-être de faire le lien. Alors ce lien, moi j'y insiste, hein, ce lien, d'abord, il est tranché par Lucien Febvre en 1945 en disant, bon voilà, au fond c'est le même homme. Voilà. En fait, on ne cherche pas tellement, c'est du déclaratif, c'est le même homme, et donc il n'y a pas effectivement à le distinguer. Mais en même temps, c'est un peu court. C'est un peu court aussi chez Pierre Deyon, qui pose le problème, hein, du lien, de la, de la, de la, du ressort secret, en disant, bon, c'est sa sensibilité. Bon, non, je pense que le lien entre ces deux domaines, effectivement, et parce que Marc Bloch s'y engage précisément, c'est l'enseignement et la manière dont il conçoit l'enseignement. Alors pour finir, je dois donner quelques données effectivement de l'enquête qui permet d'établir cette hypothèse, hein. Bon, d'abord, on le sait, Marc Bloch s'est investi dans l'enseignement de l'histoire, hein. À la fois parce que, eh bien, il est le chercheur que l'on connaît, avec une inventivité pour sa discipline, et qu'en même temps, c'est un grand enseignant qui n'a cessé d'enseigner. Et donc tout l'enjeu pour Marc Bloch, c'est effectivement d'arriver à adapter l'enseignement universitaire à la science historique, mais aussi d'ouvrir l'enseignement universitaire aux sciences sociales, et enfin de former des professeurs aptes à ces défis. D'où effectivement son projet d'un enseignement d'histoire comparée au Collège de France, la création de la 6e section de l'EPHE qui va se révéler impossible, hein, on le sait, et puis la formation des professeurs, d'où donc l'article de 1937, extrêmement riche, qui, moi, me rappelle, si vous voulez, les questions pratiques et même le point de départ de la revue de métaphysique et de morale, lorsque deux jeunes philosophes, Elia Lévy et Léon Brunswick, écrivent en 1993 un article extrêmement important et même fondateur pour la revue, La philosophie au Collège de France, c'est-à-dire un article sur l'enseignement. Ça, c'est un point, effectivement, qui pour moi est important, de dire que s'il faut s'investir dans l'enseignement de l'histoire, c'est parce que eh bien, l'enseignement, c'est le lieu d'expression de la recherche historienne. Le deuxième point, c'est son engagement dans la pratique elle-même de l'enseignement. Alors, on a peu, effectivement, de données sur la manière dont Marc Bloch conçoit son métier d'historien, son métier d'enseignant, pardon, mais néanmoins, il y a quand même des éléments intéressants. Et puis, on peut se dire, malgré tout, que le travail qu'il mène en 1937 sur l'agrégation d'histoire et le travail qu'il mène sur la réforme de l'enseignement en 1943 découle d'une analyse de la pratique même de l'enseignant et aussi de la manière dont on regarde les élèves ou les étudiants. Donc on l'a dit, hein, il enseigne dans le secondaire, hein, à Montpellier, puis à Amiens avant la Première Guerre mondiale. Du reste, il met du scientifique avec donc, le discours qui a été mentionné de remise des prix à Amiens, puis l'enseignement universitaire. Et là, dans l'enseignement universitaire, et là, il y a une mention d'une lettre donc du 6 juillet 1936, où il explique voilà, il envisage son enseignement sorbonnard, hein, de manière assez tout à fait intéressante, où une liberté donc apparaît, donc, ce qui est assez rare. Donc là aussi, on peut tout à fait défendre tellement l'idée d'un engagement dans l'enseignement, tout simplement en regardant comment est-ce qu'il explique à Lucien Febvre qu'il va faire un cours public, une conférence de recherche à l'école. Alors là, je m'adresse aux gens qui connaissent très bien Marc Bloch. Moi, il me semble que c'est pas précisé, il n'y a pas de note de Bertrand Muller. Moi, il me semble que c'est l'école pratique des hautes études et pas l'école normale supérieure. Et enfin, un programme, un cours très élémentaire que je rattache au programme de licence. Et lui, il envisage que finalement, les deux premiers cours, cours public et conférence de recherche, sont des cours libres et qu'il n'y a que le cours de Sorbonne qui est effectivement sur un programme. Et donc, cette pratique d'enseignant, il l'analyse en particulier, et ça, c'est des sources très intéressantes, c'est les lettres qu'il adresse à Étienne Bloch, hein, éditées par François Bédarida et Denis Péchanski en 1991, où finalement, dans ces lettres, c'est à la fois des conseils aux jeunes bacheliers et des conseils peut-être aux futurs historiens. Donc, c'est quelque chose de tout à fait intéressant. Alors,
Le troisième élément de la donnée, l'engagement dans l'autopsie d'un échec républicain au cœur de la défense nationale. Cette autopsie, c'est les tranches des faits, et les tranches des faits insistent beaucoup sur finalement la défaite intellectuelle face à l'Allemagne et le fait que pour remporter des victoires, il faut effectivement avoir ces pouvoirs intellectuels. Donc, du reste, ça ouvre beaucoup, je trouve, d'avenir aux démocraties qui peut-être n'utilisent pas suffisamment effectivement cette dimension intellectuelle pour faire face à des menaces d'ordre militaire ou idéologique. Donc là, il y a dans les tranches des faits, il est fait mention de l'affaire Dreyfus, c'est le sacrifice de l'héritage Dreyfusard qui finalement a été un moment où on repense l'enseignement, où les instituteurs en particulier sont très mobilisés, ainsi que les professeurs du secondaire. Il y a une énorme réflexion. Bon, on le voit aussi à travers le travail de Charles Péguy dans la quinzaine. Je ne vais pas développer, mais vous le connaissez bien. Et donc, cette autopsie, elle est tout à fait essentielle parce que plus l'autopsie est profonde et implacable, plus finalement l'énonciation des réponses va être simple. Et ça, c'est, je pense, là, il y a une grande liberté de ton dans les tranches des faits, comme dans la réforme, dans l'article sur la réforme de l'enseignement. Alors, cet article dans la réforme de l'enseignement, vous le connaissez, en tout cas, je vous invite à lire. Il est intéressant que Georges Altman, comme ensuite les Sons-Gallimard, ont souhaité que cet article soit donc en lien avec les tranches des faits, car vous avez compris, c'est vraiment effectivement la suite de les tranches des faits à partir de tout ce que les tranches des faits met en place. Donc cet article est extrêmement intéressant parce qu'il est, je trouve, intellectuellement très stimulant, qu'il rend, qu'il fait écho à énormément de réflexions actuelles, dont on est là bien dans l'actualité de Marc Bloch. Donc je vais dire quelques mots, il me reste encore, je crois, 2 minutes. C'est donc l'insistance sur, effectivement, on va refaire une France neuve grâce donc à la réforme, la révolution de l'enseignement. J'ai insisté sur le fait que Marc Bloch, en 1943, comme effectivement un certain nombre de résistants, se projettent déjà dans la France de demain. C'est-à-dire, c'est intéressant, et on le sait, dès 1940, un certain nombre de résistants sont dans la victoire. C'est du reste un mode de pensée tout à fait essentiel, je pense, qui explique beaucoup de la force de la résistance. Et ça s'explique aussi parce que la résistance a été préparée. Moi, je renvoie notamment au livre de Stéphane Israël sur l'ENS, qui montre très bien comment est-ce que les Normaliens, finalement, ont intégré la nécessité de combattre bien avant la Seconde Guerre mondiale. Donc, il y a une grande détermination de Marc Bloch. Il dénonce l'imposture de Vichy. Il estime que c'est avec l'enseignement qu'on va œuvrer à rénover le pays tout entier et bien sûr à le démocratiser. Donc là, il y a une force démocratique de la réforme de l'enseignement. Il veut communiquer les principales directions et les principes directeurs. Donc, de cette manière, ce texte est extrêmement intéressant pour avoir un exemple de proposition en matière de réforme de l'État, avec bien sûr la nécessité. Alors, il continue l'autopsie et les bilans de l'étrange des faits, mais à chaque fois, il apporte là des propositions extrêmement fortes. Suppression du bachotage, qui implique donc effectivement de revenir sur le baccalauréat, une révolution de la notation, on irait de 1 à 5, et pas de comment est-ce qu'on peut noter une copie d'histoire 13,5, effectivement, il est intéressant de ce point de vue-là. Il préconise, on le sait, la suppression des écoles spéciales, comme Polytechnique, remplacées par des institutions d'application, avec aussi une université rénovée, plus de facultés rigides, des souples groupements de disciplines. Pour le service de l'État, l'admirable concours du civil service britannique est un modèle. Pour la formation des professeurs, très intéressant, il dit on va garder les écoles normales, mais les professeurs pourront faire une fin d'études dans les universités par 1 an de travail très libre, donc 1 an de travail très libre dans les universités avant d'enseigner. Et il est du reste assez indulgent avec les instituteurs, parce que d'une certaine manière, l'instituteur forme davantage les esprits, car c'est le rôle de l'enseignement secondaire pour lui, que effectivement des spécialisations. Il relève par exemple qu'on cherche dans l'enseignement secondaire à
à faire déjà des ingénieurs, des chimistes ou des arpenteurs. Voilà, donc je voudrais effectivement conclure, hein. Vous m'avez compris. Là, on a quand même un dossier, je veux dire, qui est très construit, hein. D'une certaine manière, peut-être que s'il aborde la mort avec tant de stoïcisme, hein, c'est parce qu'il sait qu'il laisse quelque chose d'extrêmement important. Il le laisse aussi à ses camarades de résistance qui vont, je veux dire, retrouver le manuscrit et le publier. C'est aussi effectivement un procès dans la résistance, et une résistance révélée, comme je l'ai dit, hein. Et enfin, voilà, cette étude de l'engagement de Marc Bloch dans l'enseignement, eh bien, c'est de révéler combien est-ce que Marc Bloch est encore plus un historien, et que, effectivement, grâce à cette étude, on a une connaissance, je vais dire, approfondie, de mon point de vue, enfin, de l'historien Marc Bloch. Merci Vincent d'avoir rappelé à quel point l'enseignement est un sujet éminemment politique pour Marc Bloch, dont font la réflexion sur ce sujet se déploie à plusieurs niveaux. L'organisation institutionnelle, la formation des enseignants, l'approche pédagogique, les exercices qu'il faut mettre en œuvre, les programmes qu'il faut définir avec toujours comme finalité, non pas l'accumulation des savoirs, mais la maîtrise de savoir-faire, de savoirs pratiques qui apprennent à penser.